Bonsoir et merci de votre présence. Je vais ce soir vous parler d'une profession passionnante. Une profession dont le niveau de qualification est aujourd'hui reconnu par l'État. Une profession dont les champs d'intervention ne cessent de s'étendre et qui, j'en suis sûr, va connaître un très grand développement dans les prochaines années. Je vais pour cela développer 3 points. Nous commencerons par voir qu'est-ce qu'est la sophrologie, quel est le champ de compétences du sophrologue, quelle est sa méthode de travail, ses techniques. Puis nous aborderons les principaux domaines d'intervention du sophrologue. Nous verrons alors tous les bénéfices possibles que l'on peut retirer de cette pratique. Et je terminerai en abordant le sujet de la formation du sophrologue, ce qui pourra donner des repères si vous souhaitez par exemple choisir un sophrologue. Je terminerai par un petit temps d'échange qui nous permettra, si certains d'entre vous le souhaitent, d'intervenir, de poser une question ou de faire des commentaires. Alors, je crois important de commencer en abordant un peu les origines et le fond de cette pratique qu'est la sophrologie. La sophrologie a été créée en 1960 par un jeune neuropsychiatre, le docteur Alfonso Caicedo. Ce jeune neuropsychiatre, dans les années 60, a été rapidement confronté aux limites des moyens thérapeutiques de l'époque, et il s'est demandé comment il allait pouvoir mieux aider les patients auxquels il avait affaire. Et, de la même façon que notre médecin avant lui s'était intéressé à un autre concept, l'inconscient, et avait créé la psychanalyse, je parle bien sûr du docteur Freud, il décide à lui, en partant de l'idée que la maladie psychiatrique était souvent une altération de la qualité de conscience, de créer une étude de la conscience qu'il dénomma la sophrologie, dont les racines grecques donnent la définition « étude de l'harmonie de la conscience ». Alors, d'autres médecins rapidement commencèrent à travailler avec lui, et si dans les premières années la sophrologie est essentiellement restée dans le domaine médical, certains médecins commencèrent à utiliser la sophrologie dans d'autres domaines. En particulier un médecin qui s'appelle le docteur Abrezol, qui utilisait la sophrologie dans l'entraînement des sportifs de haut niveau, ce qui commença à faire médiatiser la sophrologie auprès du grand public. Et dans les années qui suivirent, la sophrologie ne cessa de s'étendre au niveau des domaines d'intervention possibles. On commença à utiliser la sophrologie dans le domaine de la gestion du stress, en entreprise, dans l'éducation. Et aujourd'hui, Caicedo parle de la sophrologie comme d'une école de la vie. J'aime bien pour ma part évoquer l'idée d'une école de la liberté. Je ne sais pas si vous vous sentez libre dans votre vie, si vous avez le sentiment de vivre pleinement votre vie, en étant pleinement vous-même. Pour évoquer cette notion de liberté en sophrologie, on évoque 2 notions qui me paraissent essentielles. La première est une notion de qualité de conscience. Vous êtes sans doute comme moi aujourd'hui, vous avez le sentiment peut-être de mieux vous connaître, d'être plus conscient de votre relation à la vie qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Eh bien, c'est déjà cette notion de qualité de conscience, se sentir plus relié, mieux se connaître, qui est intéressante à travailler et que l'on aborde en sophrologie. Mais la liberté ne va pas se limiter à cette notion d'être conscient. Il y a une deuxième notion particulièrement importante en sophrologie, c'est de développer également une capacité d'adaptation et d'action. Savoir s'adapter évidemment à tous les événements auxquels la vie peut nous confronter, avoir le moins possible la sensation de subir sa vie, et également savoir agir, se sentir naturel dans sa capacité d'action pour construire et se réaliser. Ces 2 notions définissent pour moi parfaitement ce que va permettre de développer la sophrologie. À la fois donc cette plus grande qualité de conscience et cette capacité d'action et d'adaptation. Parfois quand je dis que je suis sophrologue ou que je fais de la sophrologie, on me dit tu dois être cool, tu dois être zen dans la vie. Avec cette idée un peu que je dois avoir une espèce de zénitude, une capacité à voir le bon côté des choses. En fait, je vis ça moi tout à fait différemment. Si effectivement la sophrologie peut développer un grand sentiment de confiance, de sérénité, eh bien avant tout c'est parce qu'elle développe cette plus grande connaissance de soi, cette plus grande qualité de relation à la vie, et également cette notion d'adaptation et d'action qui est essentielle.
C'est pour ça que la sophrologie, qui est souvent réduite à un ensemble de techniques pour gérer son stress, pour se détendre, pour moi, en fait, la sophrologie, sa finalité est plutôt non pas de savoir se détendre, mais de ne plus avoir besoin de se détendre. Nous avons vu ce qui était pour moi le fond de la sophrologie. Nous allons voir maintenant la sophrologie dans sa forme. Je ne sais pas si vous jouez au poker. Il y a au poker une combinaison de cartes imbattable qui s'appelle la quinte floche royale. Bien, pour moi, la sophrologie, c'est comme cette quinte floche royale. L'association de 5 cartes, de 5 compétences du sophrologue qui sont indissociables et qui constituent ce tout qu'est la sophrologie. Donc nous allons voir ensemble quelles sont ces 5 cartes. La première carte du jeu sophrologique est l'alliance. L'alliance, c'est la relation particulière que le sophrologue va nourrir avec la personne qui vient et qui s'adresse à lui. Souvent, dans le domaine de la relation d'aide, on est habitué plutôt à être dans une position de patient. En sophrologie, au contraire, le sophrologue va établir une relation basée sur la confiance mutuelle et sur la collaboration. Donc souvent, le sophrologue va vous inviter à donner votre avis sur les techniques choisies, sur ce que vous souhaitez travailler au fil des séances, va vous demander comment vous avez vécu les exercices, et c'est ce qui va lui permettre, avec vous, de construire le programme des séances et leur continuité. C'est donc la première carte du jeu sophrologique. La deuxième carte du jeu sophrologique est l'approche phénoménologique. Alors avant de vous en parler, je vais vous proposer de regarder un petit film. C'est un petit film que j'ai trouvé sur Internet, que peut-être certains d'entre vous ont vu. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les dernières années, de gros progrès ont été faits dans les implants auditifs. Et donc certaines personnes qui étaient sourdes, qui n'avaient jamais entendu aucun son, ont pour la première fois pu entendre des sons et des voix. Et là, on va voir le moment où cette jeune femme, on va lui activer sa prothèse, et elle va pour la première fois entendre des sons et la voix de ses proches. Je vous invite à regarder. So now technically your device, yeah. Oh, that's exciting. Or you can put it down for a second. Just so you get the sound. What does it sound like? Oh, you're so good. Can you hear me? Can you hear your voice? Is your voice sounding loud? No, well, that's good. My laughter goes. Yeah, you'll get used to all of that over time. Want to hear your husband say something? Nous avons tellement banalisé parfois certains aspects de nous-mêmes, de notre relation à la vie, que soit ils ne nous apparaissent plus. Combien de personnes, par exemple, sont reliées à leurs sensations? Soit nous pensons les connaître, mais en fait nous avons souvent une appréhension assez intellectuelle de ces phénomènes-là. Je pense par exemple à qu'est-ce qu'une capacité, qu'est-ce que réellement que la confiance en soi, pourquoi avons-nous des émotions, quoi en faire. Quand on va voir un sophrologue, l'une des choses qui parfois surprend un peu, c'est qu'au lieu de nous proposer tout de suite des techniques censées répondre à nos besoins, comment mieux respirer, comment se détendre, comment gérer une émotion, il va nous inviter à aller à la redécouverte de certains aspects de nous-mêmes. Et redécouvrir, par exemple, que nous pensions peut-être respirer d'une façon et que nous respirons d'une autre façon. Découvrir que peut-être ces émotions désagréables qui nous parasitaient tant peuvent devenir des signaux très utiles. En tout cas, il va nous inviter à entrer en démarche et à redécouvrir à partir d'expériences que nous allons vivre ces phénomènes-là. Le grand intérêt de cette démarche, cette approche phénoménologique, ça va être que le sophrologue ne va pas projeter sur nous ce qu'il pense être bien pour nous,
mais qu'à partir de ces expériences vécues, on va pouvoir se rapprocher souvent de nos vrais besoins. Par exemple, on peut se sentir tendu, et en s'intéressant à son tonus, à sa capacité de détente, en fait découvrir qu'il y avait des choses très intéressantes qui vont nous inviter à nous diriger vers une meilleure qualité de vie. C'est un des points très très importants en sophrologie, cette notion de redécouverte, se réapproprier certains aspects de nous-mêmes, de notre réalité, à partir toujours d'expériences vécues. Je vais vous proposer un petit exemple d'exercice sur un phénomène très simple que l'on aborde souvent au départ en sophrologie, la respiration. On va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous inviter, vous pouvez rester dans votre position le plus confortablement installée possible. L'objectif de cet exercice, ça va être simplement de prendre conscience de notre respiration habituelle. Donc je vous inviterai pendant l'exercice à poser une main au niveau du ventre, l'autre au niveau thoracique, et simplement à être plus attentif à votre respiration en essayant, ce qui n'est pas facile, de ne pas la modifier. Alors comme toujours en sophrologie, on est très libre. Si vous préférez garder les yeux ouverts ou les fermer pour mieux vous concentrer, faites vraiment comme vous le sentez, appropriez-vous l'expérience. Et on pourra en discuter un peu après. Donc on y va, je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux et à porter simplement votre attention sur votre respiration. Un peu comme un enfant qui redécouvrirait sa respiration. Qu'est-ce qui se passe quand je respire? Sentons peut-être l'air qui entre et qui sort par nos narines. Sentons peut-être l'amplitude, le rythme de nos respirations. Et pour mieux sentir donc notre respiration, nous pouvons poser nos mains, une au niveau abdominal, l'autre au niveau thoracique. Et simplement sentir si l'une de nos mains bouge plus que l'autre. Nous pouvons faire aussi une petite expérience en essayant de ne respirer qu'au niveau abdominal. Seule la main au niveau du ventre doit bouger. Est-ce que cela nous est facile, naturel? Comment nous nous sentons dans cette respiration? Maintenant, une respiration seulement thoracique. Là aussi, notons comment nous nous sentons. Puis laissons notre respiration redevenir habituelle. Nous pouvons bouger un peu et rouvrir les yeux. Alors en sophrologie, on a l'habitude, chaque fois que l'on fait un exercice, de demander aux personnes qui le souhaitent d'exprimer leur vécu. Alors, on ne va pas écouter chacun d'entre vous, mais on va faire ça sous forme d'un petit sondage. J'invite ceux qui ont une respiration habituelle, où c'est plutôt le ventre qui bouge, à lever la main. D'accord, donc une majorité d'entre vous. Qui a plutôt une respiration où c'est plutôt le thorax qui est mobilisé? D'accord, certains, pas tant que ça. Il y en a où c'est peut-être les deux? D'accord. Donc là, on a commencé un petit exercice dont le but est de redécouvrir notre respiration. On va en faire un complémentaire. Je vais vous inviter à faut que vous soyez par deux. D'accord, peut-être bouger un petit peu, regarder, repérer une personne à côté de vous. Voilà, comme ça vous êtes éloigné, vous allez faire connaissance. Alors vous allez vous tourner un peu l'un vers l'autre. L'idée, ça va être de vérifier si ce que l'on a senti est bien ce que l'on fait. Donc pour ça, l'autre personne va nous aider. Alors je vous décris l'exercice. Tous ceux qui sont plutôt de ce côté vont fermer les yeux en posant une main au niveau abdominal, une main au niveau thoracique. Et je vous invite à penser à ce que vous voulez, sauf à votre respiration. L'idée, c'est vraiment de garder la respiration la plus habituelle possible. Ceux qui sont plutôt de ce côté, vous allez observer la respiration de celui qui a les yeux fermés. Posez aussi sur vous une main au niveau abdominal, une main au niveau thoracique, et essayez d'imiter le plus possible, le plus justement possible, la respiration de l'autre. On y va ? Donc, j'espère que le plus grand nombre d'entre vous a pu se mettre par deux.
Donc ceux qui sont dans ce sens, vous fermez les yeux, une main au niveau abdominal, une main au niveau thoracique, vous laissez l'autre faire. Ceux qui sont dans ce sens, vous observez la respiration de celui qui a les yeux fermés, vous l'imitez. Allez-y, je vous laisse faire. Parfait. Alors je vous invite maintenant, ceux qui avaient les yeux ouverts, à dire à celui qui avait les yeux fermés ce que vous avez plutôt observé. Est-ce que c'était plutôt son ventre qui bougeait, sa cage thoracique, comment vous vous êtes senti dans son rythme? Je vous invite à échanger. Parfait, on va inverser. Donc maintenant, c'est ceux qui sont dans ce sens, qui ont les yeux fermés, les mains au niveau abdominal et thoracique, et les autres qui vont observer en essayant d'imiter. Je vous en prie. Très bien. Donc à nouveau, ceux qui avaient les yeux ouverts, je vous invite à dire aux autres ce que vous avez pu observer. Alors je vais refaire le sondage, peut-être en vous aidant de ce que l'autre vous a dit. Rappelez-vous, l'objectif était de prendre conscience de quelle était notre respiration habituelle. Donc qui a plutôt maintenant une respiration thoracique? Levez la main. D'accord. Qui a plutôt une respiration abdominale? D'accord, une majorité. Est-ce que pour certains, ce que l'autre a observé était différent de ce que vous aviez senti? Oui? D'accord. Donc vous voyez, le genre d'exercice, c'est typiquement le genre d'exercice qui vont nous permettre de reporter un regard d'enfant, un regard neuf, de se réapproprier des phénomènes avant peut-être de les travailler. Dans cette approche, on va ensuite se poser des questions. Donc la personne commence à redécouvrir sa respiration. Donc par exemple, pour la majorité d'entre vous qui avez une respiration plutôt abdominale, quand vous inspirez, est-ce que votre ventre rentre ou sort? D'accord? Donc c'est possible, quand on inspire, le ventre peut sortir. Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est l'inverse? Quand vous inspirez, votre ventre rentre. Ce qui est possible aussi. Hein. Non, personne? D'accord. Là, on pourrait se demander, tiens, j'inspire, mon ventre se gonfle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre sort? Un enfant pourrait nous dire, tiens, l'air rentre, mon ventre doit se gonfler d'air. Certaines personnes, déjà, c'est la première réflexion qu'elles ont. Donc, on va commencer à faire un cheminement par rapport à ce phénomène qui est la respiration. Et à s'intéresser, par exemple, à qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand nous respirons. On est vraiment dans cette approche de découverte. Par rapport à ce qui a pu apparaître, certaines personnes, donc, vont aller explorer leur respiration, se rendre compte que, par exemple, elles n'arrivent pas du tout à respirer avec le ventre. Donc, on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand nous respirons et voir ce muscle qui est le diaphragme qui commande justement la respiration et qui, quand il descend, pousse sur tous les organes internes, le système digestif et fait sortir le ventre. Et là, on va pouvoir entrer dans une phase que l'on appelle de conquête. La personne va pouvoir réentraîner par d'autres types d'exercices une respiration plus naturelle.
Et on est dans ce cheminement sophrologique qui commence à partir réellement des besoins qu'a identifié la personne. Voici un petit exemple de ce en quoi peut consister l'idée de redécouverte de certains aspects de nous-mêmes. Nous allons aborder maintenant la troisième carte du jeu sophrologique, la relaxation dynamique. Alors le problème avec la relaxation dynamique, c'est que ça s'appelle relaxation dynamique. Cette dénomination pourrait laisser à penser que la relaxation dynamique permet de se détendre. Or, il n'en est rien. Il n'y a aucune recherche en fait de relaxation avec la relaxation dynamique, même si à terme, cela peut mener à développer un sentiment global de tonie. Caicedo a créé ces exercices, qui sont divisés en différents degrés, à partir de l'étude qu'il a faite de différentes pratiques orientales, certaines formes de yoga, le bouddhisme, le zen en particulier. Il s'est intéressé à ce qui, dans l'expérience de ces pratiques millénaires, pouvait être intéressant pour nous, occidentaux, de notre manière d'être, toujours dans cette idée de cheminer en termes de qualité de conscience, de mobilisation de nos capacités. Avant de faire de la sophrologie, j'étais étudiant en psychologie. J'avais vraiment la sensation et l'envie de connaître beaucoup de choses. Donc j'allais à des conférences, je lisais beaucoup de livres, et je n'avais pas porté d'attention plus particulière que ça à la relation que j'avais à mon corps. Si la sophrologie m'a apporté quelque chose d'important aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que ma qualité de vie, tout ce qui pouvait s'ouvrir à moi dans mon existence, n'était pas lié qu'à ce que j'étais capable de comprendre, mais également à la qualité de la relation que j'avais avec mon corps. La relaxation dynamique, en fait, nous invite à aller à la rencontre de tout ce qui peut se vivre à travers le corps et la conscience corporelle. C'est pour ça que le corps est vraiment au centre de cette pratique. Alors ce sont des exercices vraiment accessibles à tous, qui sont divisés en différents degrés. Le premier degré, par exemple, qui est celui qui m'a au départ le plus marqué, peut-être parce que c'était le premier, m'a invité justement à porter cette attention, comme ça, neutre, bienveillante, envers tout ce qui pouvait se vivre dans mon corps, redécouvrir ce phénomène que sont mes sensations. C'était quelque chose de vraiment de fort pour moi. Je ne sais pas là, par exemple, si pendant que vous êtes en train de m'écouter, votre mental est sollicité, mais est-ce que vous êtes également relié à vos sensations? Est-ce que votre sensibilité s'exprime? Avant, quand je ne sentais rien, tout allait bien pour moi. Aujourd'hui, si à un moment donné, je ne sens plus rien dans mon corps, c'est une alerte. Là, en vous parlant, je suis relié à des sensations qui me font me sentir présent, vivant, des sensations qui me font aussi me relier à tout ce qui est émotif, dans l'instant que je suis en train de vivre avec vous. Et chaque degré de la relaxation dynamique va développer certains aspects, justement, de la relation au corps et renforcer la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes, renforcer aussi notre capacité à mobiliser toutes nos ressources, tous nos potentiels. Voilà la troisième carte du jeu sophrologique, les différentes relaxations dynamiques. La quatrième carte, c'est ce que l'on appelle en sophrologie les techniques spécifiques. Ce sont des techniques qui se font souvent sous forme de visualisation, des techniques qui permettent soit de répondre à certains besoins plus précis, par exemple une personne qui a besoin de se détendre avant, par exemple, une opération chirurgicale, donc qui est un peu anxieuse, on peut voir comme ça des techniques qui répondent à des besoins précis. Mais plus globalement, ces techniques spécifiques vont permettre de nourrir, de renforcer une relation positive, que ce soit au présent, la relation que nous avons au moment présent, mais également la relation que nous avons à notre passé ou la relation que nous avons à notre futur. Chaque technique est passionnante. Elle apporte des choses qui peuvent être tout de suite intéressantes, bénéfiques, répondre à des besoins, mais plus globalement, elle nous invite à mobiliser certaines capacités dans notre relation à la vie. Pour vous donner quelques exemples, on a une technique qui est vraiment une technique de base, on appelle ça la sophronisation de base, qui va nous inviter à travailler sur la notion de qualité de présence. Qu'est-ce qu'être présent? C'est une technique d'ailleurs qui est tellement importante que je trouve déjà à pratiquer par elle-même, mais ensuite on l'utilise de façon abrégée d'ailleurs
avant toutes les techniques sophrologiques, cette idée d'être plus présent. On a des techniques comme ça qui paraissent relativement simples, une qui s'appelle par exemple le sophro-déplacement du négatif, qui vise à évacuer nos tensions inutiles, mais qui en fait, petit à petit, dans sa pratique, va nous inviter à nous interroger sur cette notion. Qu'est-ce que le négatif? Qu'est-ce que c'est qu'établir une relation avec du négatif? À partir du corps, mais également peut-être plus existentiellement dans notre vie de tous les jours. Ou une technique qui nous invite, qui s'appelle la sophro-présence du positif, à somatiser. Souvent, quand on dit somatiser, on pense au côté psychosomatique. Somatiser, on est dans l'idée de faire passer à travers le corps. Eh bien, cette technique nous entraîne à vivre plus consciemment tout ce qui est relié au positif et au plaisir. Et là encore, au fil du temps, dans la répétition de ces techniques, c'est toute la conscience que l'on a de cette notion qui est le plaisir, des sources de plaisir, de la nature de la notion de plaisir qui va pouvoir s'éveiller. On a aussi également des techniques de futurisation. Donc c'est des techniques que l'on connaît souvent quand on voit les sportifs de haut niveau qui se préparent à leur compétition. Ça peut être une personne qui va accoucher, une personne qui se prépare pour un entretien professionnel. Donc des techniques qui permettent de mieux mobiliser nos ressources pour se préparer à une situation. Mais là aussi, c'est quelque chose qui va être plus global. Quelle relation avons-nous à notre futur? Sommes-nous plutôt optimistes? Avons-nous plutôt la tendance à ne pas imaginer des choses qui pourraient ne pas se réaliser et on serait alors très déçus? Reconstruire, renforcer nos relations positives à notre futur qui va alors devenir un formidable champ du possible. Tout ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport au passé. Là encore, le passé est un champ d'expérience. Donc ces techniques peuvent nous permettre de renouer une relation positive avec certaines de ces expériences, mais plus globalement d'avoir une relation positive avec ce champ d'expérience extraordinaire qu'est notre passé. Et là, on a donc tout un champ de techniques qui vont se mobiliser en parallèle de la relaxation dynamique. Ce sont vraiment les pratiques sophrologiques dans leur ensemble. À la fois la relaxation dynamique, des techniques plus axées sur le corps, et les techniques spécifiques qui vont nous permettre d'avoir ce cheminement de réponse à certains besoins et de relations plus positives à son passé, son présent, son futur. Personnellement, j'aime bien aussi utiliser les techniques spécifiques d'une façon un peu différente, un peu comme on a fait tout à l'heure avec la respiration, dans une démarche de découverte, d'entraînement et d'intégration de certains facteurs qui entrent en jeu dans notre relation à la vie. On a vu tout à l'heure la respiration, mais on peut aborder d'autres facteurs comme le tonus, la capacité de détente, l'écoute du corps. Cela peut être aussi nos émotions désagréables, nos conditionnements, nos valeurs de vie. Et utiliser ces techniques spécifiques pour aller à la redécouverte de ces aspects de nous-mêmes et, en fonction de nos besoins, les travailler, et là c'est d'autres types de techniques, et ensuite les intégrer en relation avec ce pourquoi nous étions venus voir un sophrologue. Donc nos besoins, nos objectifs. La 5e carte du jeu sophrologique est l'approche centrée sur la personne. Caicedo parle d'adaptabilité. C'est une façon de conceptualiser cette notion. Quand une personne vient voir un sophrologue, le sophrologue ne va pas s'intéresser au pourquoi et au comment. Il ne va pas aller dans l'histoire de la personne, avoir une démarche d'analyse, de chercher à comprendre d'où viennent certaines difficultés. Il va se servir de tout ce qui est immédiatement mobilisateur chez la personne et qui est là présent. Donc il va beaucoup plus s'intéresser à ce que la personne ressent, ce que la personne se dit, ce que la personne souhaite, ce que la personne estime, ce dont elle estime avoir besoin. En fait, c'est toujours dans cette démarche de collaboration que l'on va pouvoir accompagner la personne dans un cheminement qui va se construire à partir de toujours de ce potentiel positif qui est là. Tout l'art du sophrologue va être de proposer des séances qui seront adaptées précisément à ce qui va se mobiliser à un moment donné chez une personne, à ses besoins, que ce soit à court, moyen ou long terme. Ce qui est intéressant là, c'est que l'on n'est jamais dans une projection de ce que le sophrologue pourrait penser être bien pour l'autre. Mais l'on a un véritable cheminement qui va se construire à partir des exercices que le sophrologue va proposer et qui va être au plus près de la réalité de la personne et d'un cheminement qui lui sera propre. Nous avons vu donc les
5 cartes indissociables et complémentaires qui constituent pour moi ce tout qui est la sophrologie. Alors, comment se déroulent les séances de sophrologie? La sophrologie a déjà cette particularité de pouvoir se pratiquer en groupe, et l'on profite alors de la dynamique de groupe, des échanges, des vécus qui sont différents des autres personnes, c'est toujours quelque chose d'extrêmement riche. Ou là, alors, on peut pratiquer la sophrologie en séance individuelle, souvent pour travailler sur des besoins plus précis, plus propres aux besoins d'une personne. Une séance de sophrologie, classiquement, se déroule de la façon suivante. Il va y avoir un dialogue entre le sophrologue et la personne qui vient le voir, qui aura avant tout pour objectif de déterminer les besoins de la personne et à quoi va être consacrée la séance. Dans un deuxième temps, le sophrologue va expliquer le déroulement de la technique qu'il aura choisie, des exercices, puis ce sera la pratique en elle-même accompagnée par le sophrologue. Une pratique qui est toujours guidée, jamais sur un ton inductif, suggestif, toujours de manière très neutre. L'idée est toujours que la personne puisse s'approprier les techniques. Il n'y a pas par définition en sophrologie de technique qu'une personne ne peut pas repratiquer par elle-même. Et l'objectif vraiment du sophrologue est de permettre cette appropriation des techniques sophrologiques. L'objectif vraiment pour le sophrologue est également que la personne qui vient le voir fasse un lien entre cette pratique-là et sa vie. Il ne s'agit pas juste pendant une séance de vivre certaines choses positives et puis de reprendre le cours de sa vie de la même façon. Il y a toujours un lien très étroit qui va s'établir entre la pratique que les personnes vont avoir pendant les séances et leur quotidien. Et la dernière phase importante sera un temps d'expression, pour que la personne qui a vécu un exercice puisse exprimer son vécu. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre au sophrologue, comme à la personne qui a vécu l'exercice, de voir le cheminement qui pourra continuer à se dérouler dans les séances ultérieures. Donc voilà, en gros, comment se déroulent les séances. Classiquement, ce sont des séances qui en individuel durent 1 heure. En groupe, ça peut être des durées très variées. On peut même faire des journées entières de sophrologie ou des stages de plusieurs journées de sophrologie. Et là, avec des programmes qui vont être variés dans leur continuité. Nous allons voir maintenant les grands domaines d'application de la sophrologie, en évoquant les bénéfices possibles que l'on peut avoir avec cette pratique. Le premier domaine, qui est assez vaste, est le développement personnel. Prenez peut-être soin de vous de différentes façons, peut-être êtes-vous attentif à votre alimentation, peut-être faites-vous de l'exercice physique, avec cette volonté de vous occuper de vous. Eh bien, je pense que la sophrologie est également un excellent moyen de s'occuper de soi à d'autres niveaux. Classiquement, les thèmes que l'on va aborder dans le cadre du développement personnel vont être les suivants. Le premier, c'est la notion de vitalité et de santé. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à exercer la sophrologie, c'est de me rendre compte, par exemple, à quel point les gens étaient fatigués. C'est toujours très frappant parce que quand on intervient en tant que sophrologue, souvent on fait des programmes très ambitieux et en fait, on constate qu'il y a un besoin premier, par exemple, de fatigue. Les gens sont fatigués, ont des tensions. Ces tensions, cette fatigue, souvent ne sont pas là par hasard. Ils sont souvent des symptômes. Donc il ne s'agira pas simplement de les gérer pour eux-mêmes, mais d'en faire un point de départ, souvent qui permettra une évolution vers une meilleure qualité de vie. Mais dans un premier temps, ce besoin-là va inviter à s'intéresser à certains facteurs, comme la respiration que l'on a vu tout à l'heure, comme le tonus, la capacité de détente, comme l'écoute du corps, qui vont être vraiment des facteurs de base qui vont être très très intéressants dans tous les cas de manière beaucoup plus large si la personne continue. Mais il y a déjà cet objectif premier qui est de préserver sa santé et puis de vivre ses journées avec la meilleure vitalité possible. Quand les personnes souvent ont envie ensuite de continuer, il y a un thème qui pour moi va succéder naturellement à cela, c'est la relation que l'on a à ses émotions. Le plaisir, bien sûr. Curieusement, tout le monde n'a pas une relation si naturelle que ça au plaisir, aux émotions agréables. C'est vraiment quelque chose d'important, en particulier quand on voudra travailler plus tard sur des choses comme la confiance en soi, de déjà retrouver une relation naturelle au plaisir. Et puis, bien sûr, ce qui préoccupe souvent plus de personnes au départ,
la relation à ces émotions désagréables. On a parfois l'image en sophrologie de penser que gérer ces émotions désagréables, c'est simplement apprendre quelques techniques pour amenuiser les manifestations de nos émotions. Eh bien non. L'idée va être justement de réaborder ce phénomène pour en redécouvrir peut-être la nature, peut-être même la fonction, et se rendre compte que nos émotions désagréables peuvent être non pas subies, mais devenir peut-être des signaux et même un excellent moyen de connaissance de nous-mêmes et de développement personnel. Un autre grand thème qui amène des gens à venir faire de la sophrologie dans le cadre du développement personnel, c'est la confiance en soi. Je dirais même que beaucoup de gens qui disent venir pour mieux gérer leur stress, il y a une citation que j'aime bien, c'est « le meilleur antidote au stress, c'est souvent la confiance en soi ». La confiance en soi est une notion intéressante parce qu'elle regroupe deux notions qui sont en fait très différentes. La confiance en soi, c'est déjà ce sentiment de se sentir à la hauteur d'une tâche à accomplir. Quand on se sent à la hauteur de quelque chose, on a ce sentiment de confiance. Ça veut dire que c'est avant tout un ensemble de capacités qui font que nous sentons que nous sommes capables de nous adapter. Mais la confiance en soi, ce n'est pas que ça. Si par exemple vous assistez à une conférence et à la fin vous avez envie de poser une question, mais il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque et vous n'osez pas. On n'est plus dans un problème de capacité, il y a quelque chose qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et c'est l'autre aspect fondamental de la notion de confiance en soi, être soi-même. Et la sophrologie, là, est vraiment très indiquée pour travailler sur ces deux aspects du manque de confiance en soi. À la fois mieux mobiliser nos ressources, mais également travailler sur tout ce qui nous empêche parfois d'être naturellement nous-mêmes. On est là vraiment, à mon avis, sur un thème majeur en sophrologie. Il y a un dernier thème qui lui aussi est impliquant et qui je trouve est essentiel, c'est la notion de valeur de vie. Les valeurs de vie, en fait, c'est tout ce qui est important pour une personne. Notre système de valeurs de vie guide, en fait, chacun de nos actes, chacun de nos choix. J'aime bien donner l'exemple, vous savez, quand on est au supermarché, devant le rayon des œufs. Nous avons devant nous une foultitude d'œufs. Quels œufs achetez-vous? Certaines personnes vont acheter les œufs bio, alors soit parce qu'elles estiment qu'ils sont meilleurs pour la santé, soit parce qu'elles pensent aux poules, qui sont mieux élevées, que l'on nourrit mieux. Là, ça veut dire que pour la personne, on est sur une préoccupation, ce qui est important pour elle, c'est soit sa santé, soit le respect des animaux. Une autre personne va choisir peut-être la boîte la plus jolie, parce que c'est quelque chose d'important pour elle, elle a le sens de l'esthétique, du beau, et c'est quelque chose qui la guide dans sa vie. Une autre personne va choisir les œufs les moins chers, parce que ce qui est important pour elle, c'est de faire des économies et de pouvoir partir avec sa famille en vacances cet été. Notre système de valeurs de vie guide chacun de nos choix et de nos actes, des plus anodins jusqu'aux plus importants. La question est, sommes-nous si conscients de notre système de valeurs de vie? Et surtout, l'avons-nous choisi? Vivons-nous en cohérence avec lui? C'est un grand thème encore qui est très très important dans le cadre du développement personnel et qui demande d'abord d'avoir pas mal travaillé les thèmes précédents. Donc voici quelques exemples, les thèmes les plus courants dans cette première application qui est le développement personnel. Un autre domaine d'intervention qui est de plus en plus courant pour les sophrologues, c'est l'entreprise. L'entreprise a aujourd'hui une obligation légale de se préoccuper du bien-être physique et moral des salariés. Alors bien sûr, cela passe par la gestion de toutes les sources de stress potentielles dans une entreprise. Cela va de l'ergonomie d'un poste de travail, le management, l'environnement, les conditions de travail. Mais il y a également un autre élément important, c'est tout le facteur individuel. Qu'est-ce qui va faire que plusieurs personnes confrontées au même contexte professionnel s'adaptent plus ou moins bien? Eh bien là, le sophrologue est tout à fait dans son champ de compétences. Travailler tout le facteur individuel ou parfois collectif dans la relation au travail. Alors, cela peut concerner certaines professions qui sont particulièrement concernées par le stress. On peut penser, je ne sais pas, aux pompiers, aux policiers, aux pilotes d'avion. Mais en fait, cela peut concerner tout le monde, car ce n'est pas forcément facile, ne serait-ce que d'être assis sur une chaise devant un ordinateur toute la journée.
Donc, le sophrologue pourra intervenir sur des thèmes comme la vitalité, la santé. Là aussi, la fatigue au travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Apprendre à gérer une posture de travail, apprendre à gérer des activités, gérer son tonus. C'est également tout ce qui est lié à une meilleure mobilisation des ressources personnelles. Le travail, c'est un lieu également où on va mobiliser des ressources. Ça peut être pour certains de la créativité, pour d'autres de la mémoire, pour d'autres de l'adaptation, pour d'autres de la volonté. Tout un ensemble de choses qui pourront aussi se renforcer avec la sophrologie. Tout ce qui est lié en fait à une meilleure capacité d'adaptation. Certaines personnes dans leur travail sont confrontées à des situations pas faciles. Donc prendre en compte tout ce qui peut aider à développer la capacité d'adaptation d'une personne. Et d'une manière générale, en fait, tout ce qui pourra favoriser l'épanouissement de l'individu au travail. C'est quelque chose d'essentiel pour le salarié, mais qui est également très bénéfique pour l'entreprise, qui pourra avoir une baisse de l'absentéisme, tout ce qui est lié à la prévention de l'accidentologie, une meilleure motivation des salariés, tout ce qui est également lié au gain de productivité, un meilleur climat social et d'une manière globale, une meilleure image de l'entreprise. Autre domaine d'intervention, la santé. Qu'est-ce que la sophrologie peut apporter à cette jeune fille qui est malade? On est dans le cadre de l'aide à la guérison. Alors l'aide à la guérison, cela veut dire que, confrontée à la maladie, une personne va bien sûr devoir s'adapter à quelque chose à quoi elle n'est pas habituée. Donc ça peut l'amener à devoir gérer de l'anxiété qui est naturelle, confrontée à la maladie. Cela peut être aussi être capable de se préparer à des interventions chirurgicales, voire d'avoir une part active dans l'accompagnement de tout ce qui est lié aux soins, au protocole de guérison. D'une manière plus globale dans le secteur de la santé, les sophrologues auront une part à jouer dans tous les processus liés à la rééducation, tout ce qui concerne les personnes âgées, la maternité, les addictions, les troubles liés à la sexualité. Là encore, on va toucher un ensemble de facteurs humains qui sont tout à fait dans le champ de compétences du sophrologue, et on trouve de plus en plus de sophrologues dans tous ces secteurs. Un autre domaine d'intervention courant, c'est le sport. J'étais intervenu il y a quelques années à l'université de psychologie. Il y a à Montpellier un master de psychologie du sport. J'avais rencontré un enseignant qui s'appelle José-Louis Moragues, qui a travaillé sur une notion que j'ai trouvée passionnante, qui est l'état de performance. Il a étudié en fait cet état que le sportif a au moment où il est optimum au niveau de ses performances. Et il a essayé de voir quels sont les facteurs qui rentrent en jeu dans cet état-là. C'est passionnant parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des facteurs qui entrent en jeu pour le sportif, qui va à un moment donné être optimum, sont tout à fait des facteurs qui rentrent dans le cadre de compétences du sophrologue. La difficulté pour le sportif est que parfois il a cet état de performance, parfois non. Or, pour un sportif, les choses se jouent parfois sur quelques secondes. Donc l'entraînement des sportifs avec la sophrologie visera justement à travailler sur tous ces facteurs que progressivement la personne pourra découvrir, s'approprier et ainsi favoriser l'émergence de cet état de performance qui deviendra le plus permanent possible. Donc là, vous voyez, on travaille des choses comme la concentration, ça peut être la concentration liée à l'attention, au contraire une concentration reliée à la volonté, une attention flottante, tout ce qui peut être relié à la capacité de récupération, l'écoute du corps, la relation au plaisir, la gestion des émotions, la capacité à accepter ce qu'on ne peut pas changer, parfois une blessure, la décision d'un arbitre. Tout ce qui est lié à la motivation, à la confiance en soi, renforcer la cohésion d'équipe. Ça peut même me permettre de travailler tout ce qui est lié au geste juste, où on va par exemple travailler le service pour un tennisman, à partir soit du ressenti du geste juste, soit de la représentation de ce geste, soit au contraire simplement par rapport à l'objectif du geste et développer le style personnel du sportif. Ce que j'avais trouvé passionnant par rapport à cette notion d'état de performance, c'est qu'à mon avis, elle ne concerne pas que le sportif. Et que si cette notion d'état de performance peut être utile pour se préparer à des situations qui demandent particulièrement de mobiliser ses ressources, en fait, cet état de performance peut se qualifier comme étant une qualité de relation à la vie. Et je crois qu'il y a une notion de cet état de performance, il peut être là dans notre façon de vivre notre quotidien. Il signifie aussi être pleinement relié à ce que l'on vit et dans une pleine mobilisation potentielle de nos ressources.
Un autre domaine très intéressant est celui de l'apprentissage et de l'éducation. Dans l'apprentissage, on mobilise évidemment le mental, mais intervient également le corps et les émotions. Or, on ne se préoccupe la plupart du temps que du mental. Et à mon avis, à tort. Vous avez peut-être des enfants. Est-ce que quand vous les aidez à faire leurs devoirs, il vous arrive par exemple de leur demander comment tu te sens? Quand tu essaies de résoudre un problème, comment tu le vis? Quand tu y arrives ou quand au contraire tu échoues, comment le vis-tu? La plupart du temps, ce n'est pas une préoccupation que l'on a. Or, c'est une dimension essentielle d'un processus d'apprentissage. Je regardais il y a 2 mois environ, sur le site TEDx, une conférence d'un conférencier marocain qui s'appelle Faisal Hafidi, que j'ai trouvé très amusante parce qu'il présentait ça de manière très ludique. Il étudiait justement toutes les qualités qui permettent de réussir dans la vie et qui, il le démontrait, en fait, étaient étouffées à l'école. En particulier, tout ce que l'on demandait au premier de la classe. Et il démontrait très clairement que pour être premier de la classe, en fait, il faut étouffer toutes ces qualités qui souvent sont des ressources essentielles pour réussir dans la vie. Parmi elles, il y avait, par exemple, avoir du plaisir, c'est-à-dire réussissent dans la vie les gens qui sont plutôt passionnés. Or, un premier de la classe, on lui demande de s'intéresser à tout. La personne qui est passionnée va avoir tendance à travailler certaines matières et pas d'autres. Donc en général, sur son bulletin, on voit « peut mieux faire », puisqu'il y a des matières où en fait ces notes devraient s'améliorer. Être curieux, la curiosité, cette ouverture. Là, on voit plutôt sur le bulletin « distrait », parce que l'enfant est là, il est curieux, il ne s'intéresse pas forcément à ce moment-là à ce que va dire le prof ou à la matière qui est en train de lui être enseignée. Donner du sens. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en cours de vous demander « mais à quoi ça sert tout ça ?» Oui. Dans l'apprentissage, il y a une notion importante, c'est de savoir, de relier en fait ce que l'on apprend à « pourquoi j'apprends tout ça ?» Encore une notion essentielle qui peut être développée. Être créatif, être sociable. Alors, celui qui est sociable, c'est celui qui, par exemple, quand il a une interrogation et qu'il a fini, regarde à côté de lui ses amis et se demande est-ce qu'ils ont besoin de moi. Ou il a développé cette qualité du travail collaboratif. S'il a une difficulté, même si c'est pendant une interrogation, il s'adresse aux autres. Donc ce n'est pas très bien vu en général, et pourtant c'est une qualité essentielle des gens dans le monde du travail que d'être capable d'aller chercher les ressources également chez les autres. Ce qui est intéressant, c'est que la sophrologie justement peut permettre de travailler tous ces aspects-là, et de maintenir, malgré parfois effectivement la scolarité qui n'aide pas à les développer, cette démarche d'avoir du plaisir, d'être curieux, de donner du sens, d'être créatif, d'être sociable. Nous venons de voir là quelques-uns des domaines les plus courants d'application de la sophrologie. Je vais vous passer quelques témoignages. Alors, c'est assez touchant pour moi parce que c'est des personnes en fait que j'ai accompagnées il y a un peu plus de 15 ans. Donc c'est un film que j'ai retrouvé sur une vidéo VHS, donc qui n'est pas de très bonne qualité. Mais ça me fait plaisir de vous le montrer et c'est quelques témoignages justement qui montrent bien aussi tout ce que peut apporter la sophrologie dans différents domaines. Depuis que je fais de la sophrologie, j'ai pris plus conscience encore que l'important c'était d'être heureux et d'être bien dans son corps et dans sa tête. Et je crois que c'est ça ma motivation profonde, c'est vraiment profiter de ma vie le plus possible. Et je crois que pour profiter de sa vie le plus possible, il faut se connaître et arriver à bien vivre les événements qui arrivent, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça a changé mes rapports avec les autres. De par ce fait, je gère beaucoup mieux les situations. Je m'adapte plus aux situations, je fais beaucoup plus d'activités. En un mot, je me sens libre et autonome, c'est un vrai plaisir. Et l'autre point que je voudrais souligner aussi, c'est le respect d'autrui. Parce que je n'avais pas avant, enfin j'avais le respect des autres, mais j'avais tendance à vouloir changer les autres, ce qui était une grossière erreur. Et donc j'ai appris aussi cela en sophrologie. J'anime souvent des stages, j'anime des groupes d'étudiants. Je me trouve dans des situations qui sont parfois difficiles, des situations qui peuvent être des situations stressantes parce que avec un fond d'agressivité quelquefois. Ça me permet de gérer la relation avec ces groupes de jeunes, ça me permet de mieux gérer la communication
d'être plus disponible, beaucoup plus à l'écoute des autres, de leurs demandes, de leurs attentes et de mieux répondre aux attentes des jeunes. Je fais beaucoup de tennis. Je n'en fais pas évidemment mon métier, mais c'est vraiment une passion et je le pratique de manière assidue. Et ça m'aide énormément la sophrologie, surtout par rapport à mon anxiété, qui est vraiment très très forte, qui était très très forte et ça m'empêchait vraiment de progresser. Dès le départ, moi, l'accouchement, c'était quelque chose qui m'effrayait. Quand j'ai vu la salle de couchement, j'ai eu du mal à m'en remettre. Et grâce à des visualisations, grâce à un travail positif, etc., en fait, j'ai plus peur du tout. Au contraire, maintenant, je suis tout à fait prête. Moi, je suis ergothérapeute, donc j'utilise l'activité comme moyen de rééducation et je m'occupe essentiellement de la rééducation des mains et du membre supérieur. Et en fait, la sophrologie, ça m'a permis d'apporter un petit plus à certains de mes malades. J'ai travaillé par exemple avec des gens qui souffraient d'insuffisance respiratoire. On a appris à gérer la respiration lors de situations stressantes pour éviter de déclencher des crises d'asthme. Avec d'autres, j'ai travaillé l'intégration de schémas corporels pour apprendre à utiliser un membre qui avait été ou paralysé ou traumatisé. Et puis il y a aussi tout le côté gestion de la douleur, puisqu'on a quelquefois des séances de rééducation qui sont douloureuses. Et donc là, on peut, avec la respiration ou d'autres techniques, apprendre à diminuer cette douleur ou à faire aussi que la personne vive mieux cette douleur. Alors si peut-être mes propos vous donnent un jour envie d'aller voir un sophrologue, va se poser à vous la question comment choisir le sophrologue. Il est important de savoir que la sophrologie n'est pas, en tout cas la profession de sophrologue n'est pas réglementée. Autrement dit, aujourd'hui, tout le monde peut mettre une plaque sophrologue devant sa porte. Cela veut dire qu'avant tout, il faut privilégier les sophrologues qui affichent clairement la formation qu'ils ont suivie et l'école où ils ont suivi cette formation. Il y a eu d'organiser plusieurs fois des états généraux des écoles de sophrologie, en France en particulier, représentant des courants différents, qui ont établi déjà des critères minimums de formation et qui ont estimé que le minimum pour une formation de base au métier de sophrologue devait comprendre au moins 300 heures de formation, je parle de formation présentielle en école, et une formation étalée sur au moins 2 ans qui va permettre justement une intégration de tout ce que mobilise le métier de sophrologue quand on l'apprend. Alors il existe aujourd'hui un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est une démarche assez récente qu'ont fait certains organismes, certaines écoles, et l'État a reconnu le niveau de qualification relié à la formation du sophrologue. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que chaque organisme, chaque école, fait cette demande de certification en fonction de sa conception du métier de sophrologue. Ainsi, le titre de sophrologue RNCP d'un organisme peut correspondre à une conception du métier de sophrologue très différente d'une autre. Et d'ailleurs, les formations, elles aussi, peuvent varier énormément. Dans les formations des écoles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, cela peut aller en fait du simple au triple, que ce soit au niveau des heures de formation comme au niveau de la durée. Cela veut dire que dans tous les cas, il est important d'aller sur le site des écoles des sophrologues vers lesquelles vous pourriez avoir envie de vous adresser, de regarder justement en quoi consiste concrètement cette formation, regarder les programmes et voir si cela correspond à vos besoins. Alors à titre indicatif, une séance de sophrologie en individuel coûte entre 40 et 80 euros et des séances en groupe coûtent en général entre 10 et 20 euros. Voilà, en espérant vous avoir apporté une idée plus claire de ce que c'était cette profession de sophrologue. Je vous remercie vraiment d'être venu ce soir, de votre présence et de votre attention. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.